Alors, on va parler voilà, des perspectives, l'illustration aussi de la mise en œuvre du tourisme industriel. On a des exemples concrets qui vont nous être proposés. Alors, Norbert Crozier, je vais commencer par Catherine Bertram, qui est juste à côté de moi pour la présenter. Honneur aux dames, quand même. Voilà. Peut-être que si vous poussez légèrement, on verra mieux, Catherine. Voilà. Voilà. C'est la même chose qu'hier. Je voulais faire les chaises musicales, mais hier, ça a marché. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu vois. Alors, Catherine, directrice de la mission Bassin Minier, n'est-ce pas? Et qui va nous présenter un projet, Interreg, qui est un projet qui est issu, enfin, qui prend un peu par racine, mais exemple de ce qui s'est passé dans la Roure et qu'on a transposé ici dans le Nord-Pas-de-Calais, itinéraire de la culture industrielle. Norbert Crozier, il est chef de projet mission Louvre-Lens Tourisme et il va nous montrer un certain nombre de... Il est à l'initiative de conception et de commercialisation de produits dérivés issus des savoir-faire des entreprises et de la région. Bon, on a eu un cahier des styles, enfin, la région et l'initiative Bassin Minier, enfin de la mission Louvre-Lens est allée chercher une dame qui est un designer qui a été désigné parmi les 25 personnes les plus influentes au monde par le New York Times. Donc on parle de professionnalisation tout à l'heure. Bon, on est allé chercher le mot professionnel pour se pencher sur la région Nord-Pas-de-Calais et ça a donné un certain nombre de conclusions que tu vas nous illustrer. Et puis Brice Dution, merci d'être venu ici parmi nous ce matin. Vous êtes maître de conférence au CNAM et là aussi on sera très intéressé par ce que vous allez dire puisqu'en fait vous êtes également dans le cœur du métier. Excusez-moi. Norbert. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On présente la mission Louvre-Lens parce que c'est important de fixer le cadre ou pas? Peut-être quelques éléments de contexte. Merci à Douaisis Tourisme pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ce qui est important, c'est peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, à l'heure d'aujourd'hui, la mission Louvre-Lens Tourisme est une mission d'ingénierie touristique qui a été initiée par le département du Pas-de-Calais et l'État et qui travaille avec l'ensemble des partenaires touristiques, que ce qu'ils soient régionaux, Office du tourisme, la mission Bassin Minier, la ville de Lens qui nous met à disposition des locaux, et puis bien entendu Euralens et le musée du Louvre-Lens. Donc nous, on a un rôle assez simple et complexe, c'est de créer une nouvelle destination touristique internationale liée à l'arrivée du Louvre-Lens et au classement patrimoine mondial de l'UNESCO du bassin minier. Donc pour cela, nous travaillons en associant les intelligences et les savoir-faire touristiques des acteurs. Et on a aussi pour rôle d'accompagner les porteurs de projets publics et privés. Alors, comme le rappelait Sylvain, il a fallu travailler dans le cadre de la création d'une nouvelle destination, à un concept de destination, à des valeurs, à des identités communes. Comment on pouvait faire travailler des territoires ensemble pour atteindre une certaine taille critique et pour qu'on puisse être crédible à l'international. Donc la destination autour du Louvre-Lens, ALL, qui est à la fois une marque et un label, a été déclinée et développée à partir de valeurs qui ont été travaillées avec l'appui d'un cabinet, d'une agence qui est Trend Union et Madame Lidelcourt, qui a déjà eu cette expérience pour des grands groupes industriels, que ce soit Philips ou Nissan, mais aussi pour des territoires. Donc c'était intéressant pour nous de faire appel à des gens qui avaient une perspective, avaient des visions en termes de consommation touristique et culturelle. Donc la destination autour du Louvre-Lens, c'est pour nous un périmètre de comportement économique. Donc c'est 30 minutes en voiture à partir du musée. Et ça concerne donc différentes agglomérations, celles de Lens-les-Vins, d'Hénin-Carvin, Arras, Douai et Béthune-Bruay, et principalement 4 offices du tourisme qui se sont regroupés dans le cadre d'une plateforme collaborative. Offices du tourisme qui sont Lens-Liévin, Arras, Douai, et Douaisis Tourisme et Béthune. Bien entendu, on ne se limite pas à ce périmètre, on travaille avec les portes d'entrée touristiques régionales, Lille et la Côte d'Opale. Notre objectif est qu'à l'horizon 10 ans, on puisse crédibiliser à l'international cette destination en termes d'infrastructure, de commercialisation, de promotion, et qu'on puisse passer de la demi-journée de visite du Louvre-Lens ou d'autres points forts touristiques comme le Ward à la journée et au court séjour, en particulier passer au moins une nuitée sur ce périmètre-là qui permet réellement d'aboutir à des retombées économiques. Donc voilà, donc je vais aussi aller vite puisqu'on va aller directement à la question des produits dérivés. Alors un concept basé sur les mémoires, le patrimoine, le bassin minier, les classements UNESCO,
un socle de valeurs commun entre ces territoires. L'idée, c'est de faire un tourisme autrement, tout comme le Louvre a imaginé dans son programme scientifique et culturel un Louvre autrement. Ça doit être la même chose pour le tourisme. Et ce territoire dispose d'atouts très importants en termes d'histoire, de mémoire, de positionnement géographique, plus ses marques internationales, pour aboutir et atteindre cet objectif de destination internationale. En termes d'organisation, ce n'est pas neutre. Hein. Les 4 offices de tourisme que j'ai cités se sont regroupés au sein d'une plateforme. Donc c'est la volonté pour les offices de tourisme aussi de mettre des moyens en commun pour développer et être un peu plus acteurs, ou en tout cas avoir une force de frappe un peu plus importante en termes de promotion et d'accueil, en particulier dans le Louvre-Lens. Dernièrement, nous venons d'ouvrir un guichet d'accueil dans le musée. Alors ça, c'est un point important, le tourisme autrement, parce qu'il ne fallait pas, lorsqu'on s'était mis, enfin, vous étiez mis à travailler sur le sujet, faire en sorte qu'on puisse faire la même brochure à Lens, enfin, sur le bassin minier, qu'un peu ailleurs. Je veux dire, les brochures qui se ressemblent tous, avec des arbres, avec des lieux de promenade, avec des lieux sympathiques où vivre. C'est prendre les vrais atouts du bassin minier, que certains peuvent considérer comme des freins, mais au contraire en faire des atouts par une présentation et par une valorisation. Alors, systématiquement, alors j'entendais dans les débats, tous les éléments du passé qui ont une forme de modernité ou qui correspondent à des futures consommations touristiques ou culturelles ont été mis en avant. On n'a rien réinventé. Notre concept de destination est basé sur ce que tout le monde connaît. Simplement, il a fallu révéler des éléments esthétiques, mémoriels, qui intéressent les visiteurs. Et ce territoire en dispose d'un certain nombre. Donc ça, c'était évidemment le fondement du travail du concept de destination. Voilà, donc comment on découvre ce territoire avec de nouveaux yeux. Donc je vais très rapidement vous passer des éléments visuels de ce concept de destination qui tourne évidemment dans le cadre qui a travaillé sur 2 points forts, culture et identité locale, et le bassin minier qui est un élément fort et prégnant qu'on doit mettre en avant. Donc voilà quelques éléments visuels évidemment sur ce qui compose ce territoire, sur ses histoires, sur ses mémoires, sur ses esthétiques minières, ouvrières, architecturales. La composition du paysage, pour nous, est très importante. Des nouveaux couples produits aussi. Alors, l'esprit de famille, la famille est une notion importante sur ces territoires, puisque je rappelle que les 4 offices gardent quand même leur identité. Hein. On ne vient pas se superposer aux offices du tourisme, on vient apporter une forme de collaboration. En même temps, sur cette image, par exemple, le couple petits-enfants, grands-parents est un couple important pour nous en termes de consommation touristique à venir. Les grands-parents ont aujourd'hui les moyens d'emmener les petits-enfants. C'est eux qui disposent d'un panier moyen supérieur aujourd'hui à certaines familles. Donc on doit aussi cibler ces nouveaux couples, ces nouvelles cibles, comme la monoparentalité. Et voilà, ce cliché suivant montre bien que là, c'est la cité des électriciens. Comment de la cité des électriciens, on peut faire émerger une forme de modernité qui peut intéresser un tourisme culturel. Évidemment, les paysages du bassin minier, le carbonifère, l'avant-charbon est aussi intéressant pour nous en termes d'esthétique. C'est passé des choses avant l'extraction du charbon et de toutes ces histoires. Voilà, les fossiles, les esthétiques, les valeurs humaines, bien entendu. Élément important, la rencontre avec les habitants acteurs du tourisme et de la destination touristique. Là encore, on retrouve ce couple grands-parents, la grand-mère et sa petite-fille. On croise les doigts pour que le RC Lens repasse en Ligue 1 ce soir. J'allais le dire. Ce soit un élément important dans la dynamique des flux touristiques. Parce que si on associe le Louvre-Lens et le RC Lens, on dépasse largement le 1 million de visiteurs qui viennent sur ce secteur-là. Si vous rajoutez le tourisme de mémoire, on peut atteindre plus d'autres événementiels. Presque 2 millions de personnes se déplacent sur ce périmètre à 30 minutes, restent aujourd'hui à les capter, à leur donner envie de rester au moins une nuit. Plus la fierté du territoire. Plus la fierté du territoire, bien sûr. Les géants, bien entendu, et tout l'imaginaire qu'on peut travailler autour des géants. Et puis les harmonies, mais l'harmonie du modèle social, le tourisme de mémoire et cette forme de romantisme que l'on retrouve sur ces territoires. Les terris reconquis, les nouveaux écosystèmes, très importants en termes de communication pour nous auprès des clientèles. Voilà, donc un marché des cultures, élément. Alors vous voyez, on va arriver tout doucement vers comment ce concept de destination, nous l'avons appliqué dans une gamme de produits dérivés. Les immigrations qui composent ce territoire, ce patchwork de traditions que l'on retrouve, qui est très intéressant à mettre en avant, que l'on retrouve alors
pour nous, dans le monde du tourisme, le culinaire est bien entendu très important, mais comment on peut croiser les traditions culinaires, le thé à la menthe, les chics, évidemment la frite, mais comment on réinvente la baraque à frites ou les lieux de commercialisation et de vente des frites. Donc, comme vous voyez, c'est un élément, la street food fait partie de la tradition du Nord-Pas-de-Calais, mais comment on peut la réinventer aujourd'hui et lui donner une forme de modernité dans des lieux de démonstration, dans des lieux de vente. La chicorée le roux, par exemple. La brique, souvent, est décriée. Pourquoi mettre la brique en avant? Un simple exemple aujourd'hui, à la Paris Design Week, l'exposition Brickit est celle qui a rencontré le plus de succès. La brique est un matériau aujourd'hui qui est très utilisé. Donc pourquoi nous, dans le tourisme, que ce soit dans les aménagements ou que ce soit dans la couleur de la brique, en termes de communication, on ne pourrait pas s'appuyer sur ce matériau. Voilà, quelques exemples évidemment. Là aussi, toujours mettre en avant des éléments qui composent le périmètre et le patrimoine local, que ce soit, là par exemple, l'idée de bed and breakfast, ou à l'époque c'était des bed and briquets, je crois, hein, avant que j'arrive, donc cette idée qui n'est toujours pas perdue de vue. Le noir, surtout plus de noir, on ne parle plus du noir. Au contraire, le noir, je crois qu'il faut le mettre en avant comme une stratégie de valeur. L'idée n'est pas de tout peindre en noir sur ce territoire, mais d'amener quelques touches de couleur noire. Au lieu d'avoir une toque blanche, on pourra avoir une toque noire dans les restaurants. Voilà, toujours pour qualifier et identifier ce territoire et être accord avec ce qu'il est. Dans le design culinaire, par exemple, dans des démonstrations d'exposition ou des photographies qu'on peut, nous, utiliser en termes de visuel. Et ensuite, on arrive doucement à la question des produits dérivés, que nous avons traité aussi dans notre concept de destination. Donc là aussi, dans l'utilisation du noir, jouer avec le noir, jouer sur différents supports, le réglisse, le cuir. Voilà, des photos assez belles qui nous permettent de dire, voilà, il y a une vraie richesse avec le charbon, mais il faut savoir renverser les clichés, mettre en avant tous ces éléments très positifs qui intéressent, parce qu'on fait de l'économie aussi, c'est du marketing territorial, c'est aussi de la fierté, c'est un travail d'appropriation de la population, parce que sans appropriation, pas de tourisme durable, mais en même temps, on doit penser aux consommateurs. Alors, on arrive doucement aux produits dérivés. Essentiel, c'est la charte graphique. Donc la charte graphique autour du Louvre-Lens a fait l'objet d'un gros travail de détermination des formes et des couleurs qui se réfèrent là aussi à tous ces éléments conceptuels. Bon, j'ai simplement là mis les géants parce que nous sommes adoués, mais voilà, on voit tout de suite la référence entre la typographie et les géants, l'humour, la géométrie. Alors, bien entendu, capitaliser sur les forces locales, c'était essentiel pour nous. Les entreprises, comment associer les entreprises à la démarche de développement touristique? Alors, la question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est l'application aux produits dérivés, mais on peut trouver les partenaires privés, en particulier les transporteurs, les groupes hôteliers, dans des démarches d'investissement ou de partenariat. C'est ce que nous allons mettre en place ces prochains mois. Mais sur les produits dérivés, donc on a repéré évidemment une multitude de savoir-faire et d'entreprises qui nous a permis de déterminer une mine de débouchés et d'aller vers la création d'une gamme de produits dérivés identitaires qui avait plusieurs objectifs. Le premier, c'est véhiculer une image positive. Ce territoire est capable de créativité et pouvoir communiquer sur la destination autour de Louvre-Lens et au-delà, bien entendu. Des clientèles nouvelles avec le Louvre qui ont besoin de nouveaux produits dérivés, éthiques, donc circuits courts, produits locaux, s'appuyant sur les savoir-faire des entreprises ou des artisans. En même temps, les entreprises étaient intéressées pour développer cette démarche, pour faire de la communication interne et en même temps participer au programme de développement. Très rapidement, Mélanie Martini, qui suit ce projet au sein de la mission, et je remercie du coup de ce travail, a rencontré différentes entreprises qui ont tout de suite rapidement dit oui. Alors après, il y avait d'autres contraintes techniques ou de temps, mais on les a trouvés parfois plus, pas dynamiques, mais partenaires que certains acteurs du tourisme privés. Donc ça, c'était intéressant. Ils voulaient s'impliquer dans la stratégie de marketing territorial, s'impliquer dans l'arrivée du Louvre-Lens, du classement patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors à partir de là, on a travaillé sur 3 thèmes, 3 orientations: patrimoine bassin minier, patrimoine industriel et savoir-faire, et patrimoine culturel immatériel. Donc on a déterminé des pistes à partir de notre concept de destination, des pistes d'orientation de travail.
à chaque fois, on a ensuite déterminé des sujets ou des produits qu'il faudrait travailler. Évidemment, le charbon. Alors là, c'est le charbon végétal qui est venu en premier lieu, mais ce n'était pas inintéressant de le mettre en avant. Il y a beaucoup d'exemples japonais qui sont intéressants et qui sont travaillés et déclinés en gamme de produits dérivés. Voilà, toute une forme de produits. Là, c'est plus lié aux cosmétiques. Mais voilà, du coup, on valorise à la fois le noir, le charbon et le passé sur des éléments plutôt, là, pour le coup, des produits plutôt haut de gamme. Les terris, bien entendu, comment les terris, on peut les utiliser, que ce soit en pâtisserie, que ce soit en carte postale. Donc là, on a des perspectives de projets qui sont presque préabouties. Le noir, je reviens sur le noir, sur voilà, de la papeterie, des produits papeterie qu'on peut très bien travailler. La lumière, essentielle, et qui fait bien entendu référence à la vie des mineurs. Mais notre idée, ce n'était pas forcément de réinventer la lampe de mineur ou de la retravailler, mais c'est de travailler la lumière d'un point de vue général ou global. Donc voilà, ça peut être des exemples, toujours avec un petit raccord ou un rappel au noir. Patrimoine industriel, la brique, évidemment. Comment, à partir de ce matériau, de cette forme, on peut travailler toute une gamme de produits dérivés. Et là, ce sont des produits qui existent, qui tout de suite peuvent être mis en vente, mais qu'on pourrait faire fabriquer sur le territoire, et qui sont assez drôles et esthétiquement, qui parlent à la clientèle, et la clientèle tourisme culturel. Le pavé, alors ça paraît un peu brut, mais on est souvent sur des matériaux bruts, c'est un territoire qui est aussi brut, hein, donc il faut jouer le jeu. Le Paris-Roubaix, bien entendu. Mais comment, à partir du pavé, on peut imaginer là aussi des produits dérivés. Hier, on l'a vu à l'école des mines où il y avait un projet de lampe avec du béton recyclé. Donc, ça ne serait pas inintéressant d'ailleurs de faire des ponts avec l'école des mines sur ce sujet-là. Donc voilà, des idées ou des pistes. Là aussi, une lampe avec une base pavée. Patrimoine évolutif, toute la reconversion de l'ex-bassin minier, et qui s'appuie sur plusieurs pôles de compétences, dont la métallurgie. 3e région de France, en matière d'économie de la métallurgie. Donc comment aller rencontrer ces entreprises et leur faire travailler voilà, des petits objets, porte-crayons, par exemple. La plasturgie, je pense du côté de l'Artois et de Béthune, hein, deuxième région aussi automobile, donc comment on va se rapprocher du monde de l'automobile. Donc la plasturgie, c'est très important pour nous, puis c'est facile, puisqu'on peut faire des petits objets pas chers qui vont se vendre, et on s'appuie toujours sur ce savoir-faire industriel. Voilà, des usinages simples, on peut imaginer voilà, des colliers à partir de câbles, à partir de la métallurgie, on peut toujours travailler des petits objets. Patrimoine immatériel. Alors là, évidemment, que dans notre concept de destination, on met bien en avant cette notion de famille, de solidarité, de fraternité qui compose ce territoire. Donc il y avait plusieurs idées. L'idée du jeu de construction, comment on associe à la fois des formes géométriques et comment là on fait sens en termes de famille d'objets. Convivialité, évidemment, point important pour nous, se réunir. L'estaminet à la maison, toujours en famille. Comment cette thématique-là peut se traduire dans un produit dérivé. Nos designers qui ont travaillé avec nous, Gwenelle Girard en particulier, ont imaginé voilà, des plats pour l'apéro, hein, des petites choses voilà, qui s'assemblent toujours, qui font famille, ou le torchon. Le torchon, je pense que c'est un produit qu'on aimerait bien sortir. C'est la cuisine qu'on a été, et c'est un produit pas cher qui peut être, avec des motifs intéressants qui font référence à la région, se vendre assez bien. Donc, voilà. Alors, pour continuer, spécialité culinaire, c'était évidemment important pour nous, et vous verrez que c'est beaucoup sur le packaging et le conditionnement qu'aujourd'hui on a abouti à des concrétisations. Gaufres, bière, bon, je vous passe des exemples de possibilités de travailler le packaging qui véhicule du coup la communication de la destination, que ce soit le sac ou que ce soit, par exemple, oui, il est assez drôle, le petit bonhomme, le Père Noël, voilà. C'est tout bête, mais du coup, ça marque les esprits, ça qualifie, et voilà, c'est intelligent. Et on parle de nous. Recettes et traditions. Bon, là, on était parti sur des cartes postales. Alors, concrètement, aujourd'hui, nous, l'équipe a fait une sélection des savoir-faire et des produits du territoire à 30 minutes autour du Louvre-Lens. Quelles étaient les productions locales en référence avec l'identité, et
quelle première sélection de typologie d'objets? Carte postale, classique, produits du terroir, papeterie, accessoires de bureau, jeux et bijoux. Toujours en s'appuyant sur cette identité visuelle qui se veut volontairement différenciante. On n'est pas forcément dans une communication touristique classique. C'est tout à fait volontaire pour se démarquer. Et en même temps, elle fait sens parce qu'elle s'inspire de ce qui compose ce territoire. Un élément important pour nous, c'est que ces produits dérivés doivent faire l'objet d'un travail d'agencement, de corner, de présence dans différentes boutiques. Et là, on peut, nous, à la mission, appuyer justement les acteurs du tourisme dans des formes d'aménagement ou dans l'agencement. Alors, quel est l'intérêt pour l'entreprise lorsqu'on les a rencontrés? On pourrait se dire, ils n'ont pas besoin de nous, les grands groupes industriels. En même temps, je crois c'est intéressant pour eux pour renforcer une forme de notoriété. Ils veulent être acteurs du développement, comme je vous le disais, se raccrocher évidemment aux marques internationales, celles du Louvre et celles de l'UNESCO. Je crois que ça, c'est indéniable aussi. C'est quand même important et ça joue en notre faveur pour approcher les entreprises. Sur la question des droits, d'ailleurs, le Louvre Paris et le Louvre Lens nous ont accordé des droits. Donc c'est aussi un gros travail juridique d'utilisation de la marque. Alors on peut le faire de manière institutionnelle. Pour la commercialisation, c'est au cas par cas. Mais c'est aussi, on avait demandé au Louvre d'être partenaire de la démarche de développement. Sans eux, évidemment. C'était pas gagné. C'était pas gagné au départ. C'était pas gagné. Il a fallu convaincre, rassurer les équipes de Paris, les équipes de Lens, que le tourisme aussi faisait un travail de fond, se raccrochait à la dynamique de tourisme culturel et qu'on n'était pas simplement là pour gérer des flux ou les envahir de flyers dans le musée. Donc voilà, il a fallu 2 ans déjà pour être présent dans le Louvre. Pour le secteur alors c'est aussi un appui pour le secteur artisanal et les créatifs, les designers. Et pour le secteur du tourisme, une image positive, une visibilité, la création, une notoriété de marque et du chiffre d'affaires, bien entendu, pour les offices ou pour les commerçants. Pour le secteur de la culture, ça peut être intéressant aussi. Les objets peuvent être éducatifs. On parlait des jeux. C'est une continuité de visite après la visite du musée, chez soi, de continuer à avoir une forme d'approche culturelle en jouant ou en manipulant un objet ou en ayant un objet du quotidien autour de soi qui rappelle le musée, s'il est bien pensé, bien entendu. C'est du chiffre d'affaires. Voilà, c'est ce que je disais, il y a 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les 50 musées de la région des musées nationaux, la réunion des musées nationaux. Alors nous, notre méthodologie à la mission de Louvre-Lens, on repère les entreprises, les artisans, les créateurs et les designers. On a un appui de coordination, on les met en réseau. On repère les entreprises, donc, comme je vous le disais, et ensuite on détermine un cahier des charges avec eux pour aboutir à la création d'un prototype qu'on peut cofinancer. On étudie bien entendu le prix et les marges, parce que ça, c'est pas neutre. Donc on travaille avec les boutiques des musées, les boutiques des offices du tourisme, on se rend compte de ce qui se vend aujourd'hui, les gammes de prix, et on adapte tout ça parce que le consommateur final, c'est bien le visiteur et le touriste. Je vous passe toutes les entreprises qu'on a contactées, mais ça va des artisans, des limonadiers, ceux qui produisent du miel, en passant par Rocket, l'acteur mondial de l'amidon plastique qui est intéressé par des produits dérivés, Alkern pour les pavés, la briqueterie L'Amour, enfin, l'association de plasturgie, Nexan pour les câbles, c'est aussi intéressant de travailler avec des entreprises de cette nature, l'imprimerie Calonne, les Galets du Nord, Nord Boulangerie, Jean-Claude Janson à Lens qui veut travailler aussi bien entendu sur des nouvelles gammes de pâtisserie. Les brasseurs, donc je vais en parler rapidement. Et puis en prévision, c'est vrai qu'on avait aussi rencontré la Française de mécanique qui se posait des questions. Et puis Renault, mais plus en termes de services à apporter aux visiteurs, peut-être sur les liaisons. Donc aujourd'hui, on a travaillé un packaging de la destination ALL autour du Louvre-Lens. Et un exemple intéressant, ce sont les 3 brasseurs qui ont souhaité collaborer pour aboutir à un coffret commun, à une coopération commune, et qui pourrait aboutir, alors ça ce sont des prototypes, mais très concrètement, voilà, à cette forme de coffret qui rappelle les maisons et les corons, les petites maisons. Donc vous voyez, systématiquement on essaye d'être raccord jusque dans le packaging. Donc voilà un exemple concret d'une... alors ce ne sera peut-être pas le final, hein, mais d'une expérimentation de collaboration d'entreprise dans un intérêt touristique aussi. On travaille beaucoup avec Nord-Normandie sur les gaufres, comment on retravaille le packaging des gaufres, sans forcément travailler le produit, mais voilà, on rappelle les formes du triangle, du terri, le noir, bon, je vous passe des détails, mais voilà, après ça va vraiment, pour vous montrer qu'on va vraiment dans le détail,
d'un packaging autour des sucreries, d'un confit d'endives qui devrait arriver. Donc là, on a déjà repéré des artisans qui font des confits d'endives. Simplement, il faut les amener à transformer leur packaging pour que ce soit, d'un point de vue marketing, un peu plus intéressant. Là aussi, ça leur permet d'augmenter leur marge et de développer et d'amener certaines entreprises vers d'autres formes d'innovation. Voilà. Le petit savon qu'on vous a remis, voilà, est une des premières applications aujourd'hui, le savon du mineur. Donc on a travaillé avec un artisan du Pas-de-Calais, pardon, qui était très intéressé par la démarche, donc sans produits artificiels, je le rappelle. Et la question des lieux de vente et des outils de communication, je m'en arrêterai là. C'est important pour nous que toute cette gamme de produits, on puisse la tester sur un premier réseau de distribution. Donc ça va être les 4 offices de tourisme de cette destination et le musée du Louvre-Lens. Le temps 2 pour nous, c'est d'aller plus loin, peut-être toucher la grande distribution, l'aéroport de l'Île-les-Quins, de s'étendre vraiment là où les touristes passent, les gares, Relais H, etc. Et ensuite, être présent encore plus loin, la gare du Nord, par exemple, pour nous, serait une très belle vitrine. Donc voilà, nous sommes en phase d'élaboration d'une première gamme de produits dérivés. D'abord les produits culinaires sur du packaging. Pardon. Et ensuite, on va commencer à étendre ça. Pour travailler avec les entreprises, on a édité, comme pour notre concept de destination, on va éditer un petit livret qui va être un guide conseil pour les entreprises pour travailler un produit dérivé ou pour les commerçants artisans, comment mieux le vendre et comment le concevoir. Donc voilà, je vais m'en arrêter là. Voilà, je pense que tu pourras en parler des heures. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est une démarche de toute façon qui est lancée et qui va se dérouler maintenant dans la région. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va en parler tout à l'heure, vous pourrez poser quelques questions. Catherine Bertram, directrice mission bassin minier. Là aussi, c'est une opération de valorisation du territoire, ICI, itinéraire culturel industriel, c'est ça ? Itinéraire de la culture industrielle, oui, qui est un projet Interreg franco-wallon qui vient de s'achever. Alors, c'est un projet qui réunit 6 partenaires, je crois, belges et français, en fait. Oui, il y avait donc la présence donc, dans la mission bassin minier pour le côté Nord-Pas-de-Calais, donc la communauté d'agglomération Hénin-Carvin et le musée d'histoire naturelle de Lille, parce qu'il y a un département houiller qu'il ne faut pas oublier. Et le WARD a bien voulu être partenaire associé. Et donc du côté wallon, donc vous avez surtout des musées Bois du Luc à la Louvière, Bois du Casier donc à Charleroi et le Pass à Frameries. Donc ce qui donne déjà ça type déjà la couleur du programme, hein, puisque vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas d'acteurs touristiques qu'il n'y avait pas d'acteurs touristiques dans ce partenariat. C'était surtout donc c'est pour ça que c'était itinéraire de la culture industrielle. Donc ça a été forme de médiation, de valorisation. C'est d'abord un réseau au service de la valorisation de la culture et du patrimoine industriel franco-wallon. Voilà. Alors je disais au départ que c'était la Roure avait mis en place quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça. Vous êtes un petit peu inspiré pour voir ce qu'on pouvait faire ici dans le Nord-Pas-de-Calais. En fait, comme on est venu, le programme a commencé réellement en 2009 et s'est achevé là, en 2013. Il fallait déjà faire une analyse comparative un peu déjà des routes qui existaient déjà en Europe, hein, et des réseaux du type, il y a donc ERI par exemple que certains doivent connaître dans la salle, mais aussi évidemment la route de la culture industrielle de la Roure, qui était un peu la matrice historique de réflexion, que ce soit au terme de valorisation. De signalétique. Hein. Je salue ma collègue Catherine Aumiel dans la salle qui s'attaque courageusement aujourd'hui à la question de la signalétique du bassin minier patrimoine mondial. Dans la Roure, les points d'ancrage, les 25 points d'ancrage qui émaillent cette grande route sont déjà signalisés du point de vue routier, hein, je le mentionne. Cette route existe, elle existe pour aussi des visiteurs, des habitants sur cette route. Hein. Donc on avait quand même évidemment fait une analyse comparative et cette route de la culture industrielle, donc nous, on était sur 180 km, puisque c'était de Béthune jusqu'à Charleroi. Eux, ils sont sur 400 km. Hein. Bassin de la Roure, c'est quand même 5,3 millions d'habitants. Donc, ça vous donne aussi l'ampleur de la chose. Et j'avoue, je le dis aussi, c'est qu'eux ont également fait, et ont réfléchi, même actuellement à la montée, ils ont aussi fait une route de la culture industrielle à vélo.
Hein, donc il y a quand même 700 km d'itinéraires donc possibles aussi de découverte, avec un partenariat aussi avec la SNCF version allemande, version Ruhr, pour combiner train et vélo. On est rapidement écrasé par parfois l'exemple. Les non, mais sans allemands, vouloir être écrasé par l'exemple, bon, il existe cet exemple, voilà. il est tout à fait intéressant, on peut s'en inspirer, Oui. mais pas forcément le faire du copier-coller. C'est impossible. Et c'est pas le but de toute Non. façon, et ça serait pas le résultat qu'on voudrait attendre. Aujourd'hui, le projet que vous avez monté, il est bien abouti. Et il a donné lieu déjà à des produits, là aussi, des outils et des produits. Ce serait ça qui serait intéressant de présenter, sachant qu'on a aussi un audiovisuel. Oui. Vous voulez le passer quand maintenant? Enfin, Tu veux le passer quand non, un peu plus tard, parce qu'en fait, quand vous dites il est bien abouti, j'ai envie de dire il a abouti. Hein, en fait, on s'est rendu compte en 4 ans, en fait, l'immensité aussi de la tâche, c'est déjà de se rapprocher des deux côtés de la frontière. C'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se comprend forcément, notamment sur des grands concepts. Hein. Un Wallon, quand on lui dit cavalier, un réseau des anciennes voies ferrées des mines, lui, il ne comprend pas cavalier. Il y a quand même des différences d'appréciation, même de vocabulaire technique importantes. Enfin, même à Lille, hein, il y a des gens qui ne comprennent pas cavalier. Hein. Ah bah, j'imagine, Sylvain, j'imagine. En fait, si vous voulez, ce qui était intéressant, c'était de voir comment, parce qu'on pourrait dire, voilà, nous, on a été quand même, on a pris à bras le corps, en fait, la diversité aussi de ce territoire, parce que le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, donc à part la partie sidérurgique, est quand même vraiment marqué par une monoactivité. Ce qui est le cas encore du borinage quand on traverse la frontière, mais ce qui n'est plus le cas du bassin minier du centre, du bassin du centre et du bassin de Charleroi, qui ont vécu quand même une diversification industrielle, donc avec verrerie, gobeletterie, miroiterie, sidérurgie, métallurgie de tout type. Ce qui fait que quand on a parlé même de culture industrielle, de patrimoine industriel, il a fallu trouver aussi des points communs, parce que nous, on tombait évidemment facilement dans l'aspect très minier de l'affaire, même si c'est le sillon Sambre-Meuse est quand même quelque chose qui nous unit. Donc, ce qui fait que dans l'itinéraire de la culture industrielle, vous avez non seulement 8 sites qui sont les grands sites miniers, mais aussi on a des faisceaux de sites satellites comme dans la Ruhr qui reflètent des catégories patrimoniales qui ne sont pas que bien sûr que minières. Donc aujourd'hui, on a effectivement, pour quelqu'un qui veut emprunter concrètement cet itinéraire de la culture industrielle, du bassin minier, notion élargie, on a la possibilité, je crois qu'il y a une carte qui permet de savoir où on va et quel chemin on peut emprunter. Oui, alors de toute façon, tout ceci est bien sûr virtuel, hein, puisque je disais, on a aussi repéré entre nous des points communs sur lesquels on doit travailler, hein, c'est-à-dire les points d'accueil et d'ouverture au public. Hein. On a signalé sur, en effet, le premier produit suite au travail de recensement commun qu'on a fait, c'est être d'accord sur les catégories, et on a choisi 160 sites qui illustrait cette diversité patrimoniale selon des catégories communes, bien sûr. Ces 160 sites, si je veux y aller, je fais comment ? Je clique, je vais sur Internet, ou j'ai du papier, comment ça se passe ? Donc il y a donc cette carte qui l'identifie. On a établi 5 routes, donc des routes thématiques, volontairement. Parce que quand on avait fait l'analyse avec la Ruhr, il y avait 25 itinéraires qui étaient de portée régionale, géographique, et des routes thématiques, ce qui fait qu'il y avait parfois une confusion. Et chez nous, on a fait comment ? Une confusion entre des points qui se répétaient sur la carte de la Ruhr. Donc on a fait un choix donc de route thématique et qui va en fait qui brasse aussi entre guillemets l'immatériel fortement, puisque c'était par exemple il y a une route qui s'appelle la lutte sociale en marche, de l'art de l'ingénieur aussi. Il y a les paysages empruntés. C'était aussi un petit clin d'œil à Leward qui avait fait un colloque qui nous a beaucoup inspiré il y a quelques années sur la notion de paysage emprunté. Donc voilà, on a cette carte-là qui a été produite avec des points donc, qui sont géolocalisés, donc on les trouve. Par contre, y entrer, ça c'est une autre affaire. Donc on a signalé les accueils du public, mais ça c'est sur quelque chose en clair où on a encore à travailler, notamment la signalétique, mais aussi l'ouverture au public. Bon, on a signalé bien sûr les brasseries qui existaient. Et donc, on a également, dans une logique intégrée, donc on a aussi produit... Donc, j'ai laissé quelques cartes à l'accueil. On a produit un beau livre, donc un carnet d'exploration, donc avec des articles scientifiques, historiques, pour émailler, expliquer ce qui nous reliait.
Et évidemment, on a également travaillé donc à notre tentative d'application sur, pardon pour la marque, désolé, la marque iPhone. Bah oui, parce qu'en fait, vous savez, il y a beaucoup d'acteurs dans la salle qui savent ce que c'est. Il y a des applications un peu partout maintenant, il n'y a rien d'original là-dessus. Nous, on a essayé de lui donner un contenu sur notamment les 8 grands sites, un beau contenu, un contenu travaillé. Donc on a une application iPhone qui s'appelle Mobilici. Donc on a travaillé, qui est une tentative, qui était notre petite pierre à l'édifice, mais c'est quelque chose qui devrait être continué. Et puis donc il y a un site internet avec une carte interactive 3D. Mais il y a eu évidemment aussi une triple exposition sur le paysage. Donc qui s'est passé au musée d'histoire naturelle de Lille, à Bois-du-Casier et à Bois-du-Luc. Donc voilà, donc il y a eu un ensemble de produits, donc avec le côté expérimental que donne la chance, on va dire, à un projet Interreg. Alors ce qui donne envie qu'on ait un Interreg futur pour continuer. À voir si Corinne Créqui faisait état des craintes, au sens que du contrat de plan. Certes, il y a les contrats de rayonnement touristique. Enfin, vous avez certainement parlé des grands boosters qui existent. On ne sait pas si, par exemple, le thématique touristique va faire partie vraiment des axes stratégiques de l'Interreg qui va débuter. Donc ça, en tout cas, on aimerait bien, nous, parce qu'en fait, on aimerait qu'il y ait une suite à cela, et notamment en intégrant dans le partenariat initial des acteurs du tourisme plus profondément. Alors, on a eu un effort, bien sûr, de diffusion à travers de ce qu'on appelait des ateliers transfrontaliers, où on a réuni régulièrement, au moins 2 fois, nos partenaires office de tourisme, la mission Louvre-Lens Tourisme, pour faire connaître les produits et donner envie. D'accord, donc je résume et puis on va passer maintenant le visuel, parce que vous avez préparé un petit visuel de 2 minutes. Bon, enfin, c'est le petit clip en fait sur justement l'application Mobilici, qui est un choix graphique et en tout cas qui a été le nôtre. Alors, voilà. Bon, si quelqu'un sait le faire tourner, ça serait bien. Voilà, j'ai quelqu'un qui vient. Tu y arrives ? Ça doit marcher, mais il faut que ce soit l'écran. Plein écran. Ouais, c'est bon. Au départ, il y a un territoire franco-belge long de près de 180 km, riche de 8 sites emblématiques et d'une multitude de lieux uniques marqués par la culture industrielle du bassin minier. Mobilici vous propose de plonger au cœur de ce fabuleux héritage étonnamment vivant en découvrant plus de 30 parcours d'exploration à pied ou à vélo. Prêt à vivre une expérience sans précédent ? Alors laissez-vous guider vers la destination de votre choix par une application hors du commun. Grâce à Mobilici, scannez le paysage pour découvrir des vues anciennes en situation. Grimpez sur un terri ou un châssis à molette et prenez de la hauteur pour décoder des panoramas exceptionnels. Mobilici, c'est aussi une multitude de scénarios qui s'adressent à tous. Faites ressurgir le passé ou visualisez l'avenir grâce aux nombreuses photos, vidéos et aux témoignages à découvrir dans l'application. Suivez les traces d'anciens mineurs sur le carreau de fosse, participez à un jeu de pistes sur un terri, explorez les paysages d'hier et d'aujourd'hui, anticipez ceux de demain. Et ce n'est pas tout. Mobilici fait de vous un véritable visiteur-acteur. Les images et les commentaires personnalisés que vous êtes invité à produire pendant votre visite viennent enrichir votre carte 3D personnalisée. Vous contribuez ainsi à l'observation collective des paysages du territoire. C'est bon ? Très bien, donc on a bien vu, merci beaucoup, on a bien vu que dans cette présentation, on a 5 routes thématiques, on a 160 sites, on s'appuie beaucoup aussi sur des témoignages du vivant, de l'humain, et il y a un certain nombre d'outils qui permettent de pénétrer sur le territoire, et notamment, on parlait des technologies nouvelles tout à l'heure, et ben voilà, vous les avez utilisées à plein. Merci beaucoup de ce témoignage. Je sais que c'est... Je peux rajouter un petit quelque chose. Ouais. En fait, vous m'aviez demandé en préparant, enfin,
Donc on a quand même diffusé donc 90 000 cartes dans tous les offices et les points d'accueil. Donc on a quantifié, bon, il y a eu 82 000 visiteurs dans les expos. On avait 5 ou 7 téléchargements par semaine de l'appli et les acteurs avaient comptabilisé en 2013 400 visiteurs qui avaient utilisé l'application iPhone. Donc voilà, ça vous donne, les chiffres sont peut-être modestes, mais en tout cas ont été une tentative, mais qui doit être poursuivie un peu sur tous les flancs, j'ai envie de dire, pour faire progresser cela. Et pour l'anecdote en finissant, ce qui était quand même, puisque je ne suis pas venue vous parler d'UNESCO, hein, c'est pour vous montrer une forme, c'est peut-être en parler de l'UNESCO aussi, pardon. Mais en tout cas, Itinéraire de la culture industrielle, c'est déjà une forme d'agglomération sur un matériau travaillé d'une certaine façon, parce qu'il fallait le travailler ensemble, construire comme une vision commune dans ce programme commun. Et pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, le programme, c'était quand même de 2009 à 2013. Et en fait, on s'est retrouvés, si vous voulez, nous, en candidature à l'UNESCO de notre côté au titre de paysage culturel évolutif. Hein. Je me rappelle, on a été déposé par la France en 2010 et inscrit en 2012. Et du côté wallon, il y avait quand même deux concurrents néanmoins amis, parce qu'on parle toujours de nos amis belges, hein, c'est un truc qui m'agace, dans les clichés. Hein, bon. Donc deux sites qui étaient eux-mêmes en candidature. On s'est retrouvés par les Jeux de l'Histoire au même endroit, à la même session. Donc c'était Bois du Casier et Bois du Luc, sur les 4 qui ont été finalement aussi inscrits, et heureusement aussi avec joie, en 2012. Donc quand on se parlait, c'était assez amusant parce qu'on se parlait de tout, sauf de nos dossiers UNESCO respectifs. Mais c'était une anecdote qui s'est passée pendant le programme. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Là, je veux le dire aussi avant de passer la parole à un troisième Brice Dudion. Merci tous les deux parce que ce que vous avez et l'un et l'autre proposé, c'est pas évident d'en parler en aussi peu de temps parce que ce sont des projets qui demandent une somme très très importante de travail, à la fois en réflexion et aussi en contribution. Et j'imagine combien ça doit être un petit peu compliqué de dire voilà, on a un quart d'heure pour tout dire et c'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice. Alors, dernière personne qui va s'exprimer, c'est pas forcément le plus facile non plus quand on parle en dernier, mais enfin vous avez l'habitude, hein, puisque vous êtes maître de conférence au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Vous m'avez demandé de bien dire exactement. Ne pas confondre avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce qui arrive parfois. C'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé ensemble. Donc, c'est dit, maintenant, on laisse de côté. Mais vous avez raison de le dire. Alors, le tourisme industriel, c'est quelque chose, effectivement, qui fait résonance et qui vous parle. Et c'est pour ça qu'on voudrait vous entendre un tout petit peu. On a parlé beaucoup de compétences. On a parlé aussi de spécialisation métier. Ce sont des choses, vous qui êtes formateur, qui doivent aussi être un peu votre quotidien. Oui, je vais rebondir un petit peu sur ce que j'ai entendu dans la salle. Je n'ai pas souhaité prendre la parole tout à l'heure pour ne pas mobiliser, bien sûr, le micro. Et puis, bien sûr, je vais revenir sur la dimension formation et métier qui, dans l'établissement qui m'emploie depuis maintenant 17 ans, est la vocation première depuis sa création en 1794. Simplement, peut-être une petite perspective de ce qu'est le tourisme et de ce qu'est le tourisme industriel. Alors, excuse-moi, Jean-Louis, mais pour donner quelques dimensions économiques, je pense que c'est toujours important. Il n'a pas dit que ce n'était pas important. Non, je sais bien, je plaisante. Mais c'est un élément clé, je crois, du développement territorial. Pourquoi ? Le tourisme en France, c'est, gardez quelques chiffres, à peu près 200 millions de visiteurs français. Donc ça veut dire c'est, en gros, en moyenne, au moins 3 voyages par Français et par an. C'est 80 millions de touristes internationaux. C'est globalement à peu près 15 milliards d'euros d'excédent dans la balance des paiements en France chaque année. Et puis on sait aussi que dans la majorité des départements français, le tourisme représente plus de 50% de l'économie présentielle, c'est-à-dire les échanges financiers à la surface d'un territoire. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui principalement la première activité économique de beaucoup de nos territoires. Alors fort de ce constat, il y a quelques années, avec un certain nombre d'industriels, tout à l'heure j'entendais parler du manque de représentation des industriels et des entreprises dans cette salle,
sachez que certains sont mobilisés par la question et se disent que en France, il y a quand même une sorte de paradoxe. En 2005, si vous vous souvenez, ça fait presque 10 ans, il y avait une mode, on parlait des pôles de compétitivité. On ne pouvait pas ouvrir un journal sans lire un article sur les pôles de compétitivité. Il y en avait 72 à l'époque de Dominique de Villepin, Premier ministre, 72 sur tous les sujets sauf le tourisme. Donc avec un certain nombre, Paul Dubrul, fondateur d'Accor et d'autres, on a essayé de réfléchir à une façon de créer une sorte de réseau où collectivités et États, où entreprises et industriels et où organismes de formation pourraient échanger, essayer de dégager des logiques territoriales de formation et de recherche autour de quelques thématiques fortes. La première thématique à laquelle on a songé, ce sont les patrimoines, mais en dehors des patrimoines industriels. Donc on a essayé de créer quelque chose qui est en cours de création au quartier Henri-IV du château de Fontainebleau, qui va être inauguré fort prochainement, avec des programmes phares, et si vous voulez, j'en reparlerai tout à l'heure. Le deuxième, c'est autour de l'innovation. On a parlé beaucoup de ces thématiques, j'imagine, avec notamment, depuis 5 ou 6 ans, cette révolution du numérique. Je vous rappelle qu'en 2007, l'iPhone n'existait pas, donc ça a quand même profondément changé les comportements, y compris les comportements touristiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on crée à Paris. Et puis, on s'est dit qu'il y avait une question de fond dans le tourisme en France, c'est que l'État ne s'en intéressait pas. L'État s'est désintéressé du tourisme pendant de nombreuses années. Le représentant à l'échelle de l'État était un sous-secrétaire d'État dans un placard à Bercy. Et vous avez miraculeusement entendu, sans doute, que Laurent Fabius, qui a un rôle éminent au sein du nouveau gouvernement, a souhaité capter le tourisme, notamment afin d'exporter l'économie française. Donc ça veut dire que le tourisme aujourd'hui est une composante essentielle de l'économie et de la valeur de l'économie au regard de nos exportations. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire en propos liminaire. Alors, pour cela, bien sûr, il faut que la France soit compétitive. Et je crois aussi, on en a parlé lorsqu'on on a préparé très, très rapidement d'ailleurs cet entretien en début de semaine. Trop rapidement ? Non, très rapidement, mais enfin je pense que c'était suffisant. Je pense qu'il y a une question clé aujourd'hui, c'est que la France vit sur un découpage territorial, alors il n'y a pas que moi qui le dis, bien sûr, un peu archaïque, et notamment en termes de représentation des institutions d'un point de vue touristique, qui comprend le découpage aujourd'hui entre offices de tourisme, comités départementaux et comités régionaux. Hormis les experts ici dans la salle, eux-mêmes représentants des différentes institutions, lorsqu'on va vendre la France à l'étranger, vous n'allez pas vendre un office de tourisme de Douai, fût-il fort compétent et fort dynamique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, se pose la question des marques. La marque France et quelques marques d'identification de ce qu'est le tourisme en France. Et vous avez cette chance ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais, d'avoir un patrimoine industriel qui est au cœur d'un certain nombre de processus de développement de la consommation touristique. 2 exemples. On imaginait il y a 20 ans que le touriste était forcément quelqu'un en tongs et en chemisette à fleurs. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. On s'est rendu compte que le touriste avait parfois un cerveau et parfois s'intéressait au milieu qu'il découvrait. Deuxième élément, et je pense que c'est aussi... C'est plus récent, ça. C'est un phénomène qui s'est développé. C'est un phénomène assez récent, puisqu'on a considéré dans quelques institutions culturelles que les premiers clients de ces institutions, c'était des touristes. La marque Louvre, on en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui le Louvre, comme beaucoup d'institutions culturelles, est face au désengagement financier de l'État, et aujourd'hui c'est le touriste qui apporte la majorité des subsides. Et donc on sait qu'aujourd'hui, l'équilibre financier d'un certain nombre d'institutions, c'est principalement dû aux touristes internationaux et touristes nationaux. Donc ça veut dire que ça, c'est un élément clé. Je crois qu'il faut insister sur cette rupture. Un institut comme l'Institut national du patrimoine, qui forme les conservateurs du patrimoine en France, une sorte d'élite d'un point de vue patrimonial, n'enseignait le tourisme que fort brièvement, puisque 3 heures dans un cursus de plus de 1000 heures sur 2 ans, on peut considérer que c'est quand même relativement restreint. Aujourd'hui, c'est une logique un tout petit peu différente, et certains conservateurs du patrimoine se disent, y compris au Louvre, qu'il va falloir quand même commencer à s'intéresser aux clients, aux attentes des clients, à la promotion de la production. Voilà, alors tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement qu'en face des touristes, il faut des professionnels.
Et les professionnels, ce n'est pas simplement des érudits et des gens qui, d'un point de vue scientifique, sont excellents. Et ça, on a cette capacité en France à produire, si j'ose dire, de l'élite, à la fois dans des institutions publiques, les universités ou les grandes écoles publiques, et puis dans des institutions privées, parfois des grandes écoles, y compris des écoles de management et de commerce. Mais ça veut dire qu'au-delà de ces principales compétences, il faut donner une compétence sur 3 notions essentielles. D'abord, la première notion, il faut savoir que nos niches de développement aujourd'hui en France, ce n'est pas sur le tourisme domestique. Les Français, même s'il y a une natalité relativement dynamique, a priori, la France ne comptera pas 120 millions d'habitants dans quelques décennies. Donc ça veut dire que notre marge de progression d'un point de vue touristique s'est tournée vers l'international. D'abord, bien sûr, nos clientèles les plus fidèles, les clientèles européennes, les Belges, nos amis belges, même si cette expression, j'ai bien noté, ne plaisait pas à ma voisine de droite tout à l'heure. Et puis, bien sûr, d'autres clients anglais, allemands, hollandais, italiens, espagnols, qui constituent en gros 80% de nos clients internationaux sur tout le territoire. Et puis les autres. Et les autres, ça c'est un peu le vœu pieux de beaucoup d'élus, aller les chercher, un peu comme ça. Alors on va participer à des salons à Pékin, à Shanghai, où on va vendre la région Nord-Pas-de-Calais. Un Chinois, la région Nord-Pas-de-Calais, ça va lui dire absolument rien. Ce qu'il va comprendre, c'est que la France, c'est Paris, et que quand on vient visiter la France de loin, on va visiter ça en 2 jours. Donc pour beaucoup de professionnels du tourisme, je pense que la question aujourd'hui, c'est la question des itinéraires, de la reconstitution des produits. Donc ça, c'est un élément absolument clé, c'est la connaissance des marchés. Sachez que des touristes qui viennent de loin vont venir, s'ils viennent ici, ça va être un hasard absolu. Ça veut dire que si vous avez un groupe de Chinois qui va venir dans ce lieu absolument magnifique, ça va être une sorte de hasard historique et ça ne va pas se reproduire tous les jours. Donc très concrètement, il va falloir inscrire certains sites patrimoniaux, et notamment industriels, dans des circuits qui sont pensés très en amont, avec des produits culturels, mais d'autres destinations. Et je pense que là, il va falloir qu'on soit particulièrement compétent là-dedans. Donc ça, c'est la première réflexion, connaissance des marchés internationaux. Deuxième compétence sur lesquelles il va falloir absolument travailler, c'est bien sûr les outils de promotion. J'en ai reparlé tout à l'heure, très brièvement. Lorsqu'on promeut un produit touristique, finalement, c'est très simple, il y a 3 types de clientèle. Il y a les clientèles locales. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu les visites d'entreprise dont on parlait tout à l'heure. Vraisemblablement, les visites d'entreprise dans le Nord-Pas-de-Calais intéressent d'abord et avant tout celles et ceux qui, sur le territoire régional, cherchent la mémoire, cherchent un certain nombre de racines. Vous avez utilisé ce terme tout à l'heure. Deuxième type de public, ce sont les touristes français. Et ça, ce sont des touristes qui constituent quand même le gros des troupes. Donc ça veut dire qu'il y a des promotions à faire. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Puis ensuite, les touristes internationaux. Et donc là, il y a une autre notion absolument essentielle, c'est que pour attirer les touristes internationaux, bien sûr, il faut les connaître, mais aussi il faut connaître les langues étrangères. Donc ça, c'est une compétence, c'est un bateau, c'est complètement bateau ce que je viens de dire, bien sûr. Mais si on ne parle pas 2 langues, 3 langues aujourd'hui, on est très mauvais. Donc je vais vous donner un exemple en dehors de la région Nord-Pas-de-Calais, qui est la région Côte d'Azur, qui est globalement, dans toutes les enquêtes internationales, après Paris, la 2e marque touristique française. Sur la Côte d'Azur, quand on est hôtelier, dans un grand hôtel, quand on cherche quelqu'un à la réception, il faut qu'on parle 3 ou 4 langues. Est-ce que, et c'est un exemple vécu il y a quelques semaines, est-ce qu'à Cannes, on est capable de trouver un jeune Cannois qui parle anglais, italien? Non. Donc ça veut dire que dans les principales politiques de recrutement, on va recruter des jeunes des Pays-Bas, ce qui est quand même une sorte de paradoxe, et qu'on se retrouve avec 50 000 emplois non pourvus dans le secteur du tourisme en France globalement chaque année. Et puis 3e secteur, 3e compétence absolument clé aujourd'hui à développer, c'est bien sûr l'outil technologique et le numérique. Et ça, c'est un élément absolument clé, notamment dans la promotion des produits. Et là, on se rend compte qu'on est absolument nul comparé à un certain nombre de pays. Moi, je pense notamment, on en a parlé en début de semaine par téléphone, les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre et notamment les États-Unis. Alors, quand on parle des États-Unis, ça fait souvent sourire. On a l'impression que ce sont des grands benets qui ne connaissent pas grand-chose. Il existe parfois quand même des Américains cultivés. Et puis surtout, il y a un certain nombre de dynamiques insufflées sur le territoire américain qui me semblent intéressantes d'être notées ce matin. Barack Obama, en 2011, a proclamé que le tourisme était l'une des politiques publiques
à soutenir avec un objectif 100 millions de visiteurs internationaux. On a conforté un certain nombre de marques, New York par exemple, comme Londres l'avait fait pour les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, la progression du nombre de touristes internationaux aux États-Unis, c'est de l'ordre de 10% par an, chose qu'on n'a plus connue en France depuis le début des années 80. Donc ça veut dire que dans les outils de promotion et l'utilisation du digital, on n'en est qu'au début d'une certaine révolution, et je crois que le tourisme est, à ce titre, la première industrie touchée par cette révolution du numérique. Très bien, merci beaucoup. Vous nous avez dressé un tableau extrêmement précis et concis, mais très très précis de la formule. On a parlé tout à l'heure du bassin minier UNESCO. Je crois que c'est une bonne nouvelle aussi qu'aujourd'hui l'UNESCO ne valorise plus seulement, je dirais, des sites, mais des régions entières, comme c'est le cas. Oui, il y a eu 3 logiques dans les classifications de l'UNESCO. Les premières, c'était des sites. Les premiers sites en France, c'était le château de Fontainebleau, par exemple, et d'autres. Ensuite, on a classé un certain nombre de lieux. Alors, c'était un bâtiment plus son environnement proche. Voilà. Et puis maintenant, on classifie principalement des régions avec, et il faut l'avoir à l'esprit, une incidence absolument essentielle, puisque le résultat en moyenne d'une classification au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est plus 30% de fréquentation touristique l'année d'après. Donc ça veut dire que là, on a un outil très simple à mesurer. Et vous l'avez vu dans la région Nord-Pas-de-Calais, ça a été un outil de promotion absolument formidable. Mais après, la promotion, si j'ose dire, en utilisant un affreux terme anglo-saxon, il faut éviter le one-shot, c'est-à-dire essayer d'inscrire ça dans la durée. Et la durée, on voit, c'est ce qu'il y a de plus difficile d'un point de vue touristique, puisqu'il y a beaucoup de concurrents. Le tourisme industriel, je vous donne quelques chiffres simplement, en France, c'est 1 million de séjours, 10 millions de visites. Ce n'est pas grand-chose au regard de beaucoup d'autres fréquentations. En Allemagne, par exemple, c'est 60 millions de visites. Donc ça veut dire que les Allemands ont 6 fois plus de visites dans le tourisme industriel. Vous l'avez souligné tout à l'heure, la région de la Ruhr est particulièrement développée. Donc ça veut dire que là, on a des efforts absolument majeurs pour avoir des réelles productions qui soient des itinéraires et habituer les touristes à fréquenter ces lieux. Voilà ce que je pouvais vous dire très, très rapidement. Mais vous l'avez très bien dit, merci beaucoup. Ce que je voudrais maintenant, c'est... on ne fera pas de pause et puis clore le débat. Nous avons le monsieur Frédéric Chéreau, qui est conseiller régional et puis maire de Douai, qui nous a rejoint pour donner les mots de conclusion et puis son message aussi à notre réunion. Il est arrivé, et je crois que vous avez aussi des impératifs, donc on va les respecter. Je vous en prie, monsieur, bien vouloir me rejoindre. Donc vous allez porter les quelques mots de conclusion de cette réunion. Ce que je vous propose, puisque nous arrivons maintenant à la fin de ces assises et surtout à la fin de ce débat, pardon s'il n'y a pas de table ronde, enfin plutôt de questions que vous pouvez leur poser, mais vous pourrez peut-être le faire tout à l'heure pendant le repas, puisque vous allez rester avec nous et vous pourrez continuer à parler. Ce que je vous propose, c'est de terminer en applaudissant bien fort les gens qui sont exprimés devant vous. Monsieur Frédéric Chéreau, nous sommes très heureux que vous ayez pu nous rejoindre et c'est bien volontiers, bien sûr, que je vous donne la parole. Je vous remercie beaucoup. Et, alors, effectivement, vous avez cité 2 casquettes. Même si je suis maire de Douai et que quelque part je représente aussi ce matin la CAD, c'est en tant que conseiller régional que je vais m'exprimer, en excusant Daniel Percheron, qui souhaitait être présent mais qui m'a demandé de le remplacer, et Christine Battedehou, mais qui, je crois, a fait l'introduction hier de ces assises. Donc la région était là à l'entrée et elle est là à la sortie. Je voudrais aussi, avant de commencer, saluer chaleureusement et remercier ceux qui ont organisé et accueilli ce colloque. Je veux parler pour l'organisation de Douaisis Tourisme, dont le président Daniel Vandenhoek est là, et la directrice de l'Office de tourisme de Douai, Stéphanie Thieffry, en les remerciant très chaleureusement, parce que je crois que voilà, ce succès leur doit beaucoup. Mais il doit beaucoup aussi à ceux qui ont accueilli. Je veux parler du Centre historique minier, dont je salue la présidente, Janine Marcaille, et le directeur, André Dubuc. Le Centre historique minier, qui est d'ailleurs aussi membre de Douaisis Tourisme. Voilà. Je salue donc et je remercie les derniers orateurs que j'ai eu le plaisir d'écouter. Donc Mme Bertram de la mission Bassin Minier, M. Crozier, animateur du Louvre-Lens Tourisme, et M. Dution du CNAM. Mais alors ce n'est pas le CNAM Lille, vous nous faites l'amitié de venir de Paris, je crois. Je vous remercie.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'administrateurs du CHM dans la salle, mais j'aperçois M. Verlaine, à qui je fais un salut tout particulier. Voilà. Je le disais, ces assises, manifestement, ont été un succès. Ces premières assises, puisque c'est une première, une expérience, elles ont été voulues, me semble-t-il, l'année dernière, en juin 2013, au moment de la signature du contrat de rayonnement touristique, qui était aussi une première, puisqu'il faut le rappeler, il faut le marteler, il faut le souligner. Je salue Annick Louvion, également adjointe à la culture à la ville de Douai, que je n'avais pas aperçu, Annick. Ce contrat de rayonnement touristique du Douaisis a été le premier signé parce que le Douaisis est un territoire en avance dans la région qui a un petit peu joué un rôle de pionnier en s'organisant. Douaisis Tourisme aujourd'hui fédère, je crois, 8 offices de tourisme et montre un peu le chemin aux autres territoires. Donc c'était finalement assez naturel que ces assises du tourisme industriel se passent ici, dans un territoire qui est à la fois très industriel, central dans la région et plutôt moteur, plutôt en avance sur les questions touristiques. Un succès aussi parce que nous avons eu la participation de beaucoup d'acteurs locaux. Je ne sais pas s'ils sont représentés aujourd'hui, mais j'étais sensible au fait que la CCI a répondu présente, que des belles entreprises du territoire comme Axter, Arbel Fauvérail, la Verrie d'Aniche ont répondu présent. Les Brasseurs de Gaillan étaient aussi, je dirais, d'une certaine manière partenaires. La CAD, avec son laboratoire, était présente. Et notre école des mines, qui est un petit peu le fleuron de l'enseignement supérieur dans le Douaisis, était là aussi. Donc ça montre vraiment, à la fois sur les acteurs du tourisme et sur les acteurs de l'industrie, une vraie envie du territoire de porter cette réflexion. Il y a, je crois que c'est la conclusion qu'on peut tirer de ce colloque, une vraie perspective en matière de tourisme industriel, un vrai gisement. D'abord parce que, et c'est ce que un petit peu j'entendais dans les dernières interventions, il y a aujourd'hui un besoin, une attente des habitants, des touristes. On n'est plus dans le tourisme, c'est l'expression que j'entendais, en chemise à fleurs et lunettes de soleil. Au fond, on le voit d'ailleurs avec le succès qui ne se dément pas du centre historique minier, premier site de tourisme industriel en France et pratiquement en Europe, avec 150 000 visiteurs par an. Voilà, on est ici dans le dur du tourisme industriel, on parle de mines, on parle d'industrie lourde, etc. Et les gens sont là, les jeunes sont là, les écoles viennent, les touristes viennent en masse. L'année dernière, Renault, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais Renault Douai ouvrait ses portes. Je me souviens avoir essayé d'y aller. À 15h30 pour une fermeture, à 17h30, on ne laissait déjà plus rentrer personne. Le site était plein, ça se bousculait depuis le matin. Non seulement les familles des salariés de Renault, mais tout le territoire était venu en masse pour admirer son fleuron et entrer. C'est pas si souvent qu'on peut entrer à Renault Douai. Ces portes ouvertes avaient eu un succès énorme. Et puis, au fond, où allons-nous nous-mêmes quand nous allons en vacances ? S'il y a un producteur de canards, on va se précipiter pour aller voir comment il pratique. S'il y a un chai dans le Bordelais ou dans la Bourgogne, on va aller voir comment on fait, comment on fabrique. S'il y a une manufacture de tapis ou d'objets artisanaux, les touristes y vont aujourd'hui. Pourquoi pas nous aussi, au fond ? Donc le tourisme a évolué, les touristes ont évolué. Et du côté des habitants, il y a un vrai engouement. Et je le dis d'autant plus volontiers que moi-même, en tant que conseiller régional, j'ai eu le plaisir et la chance de visiter de nombreuses de nos cathédrales industrielles. Et je garde des souvenirs très marquants. Je parle de cathédrales parce que c'est des bâtiments imposants, d'Arbel Fauvérail, de SNWM, de Toyota, de Renault. C'est des lieux où on a vraiment plaisir à rentrer et on s'en souvient quand on y est allé. C'est aussi un gisement de développement économique parce qu'aujourd'hui, le tourisme industriel, au fond, est encore un petit peu en friche, pas encore complètement installé, pas encore complètement organisé. Christine Batteux-Dehoux rappelait au moment de son introduction hier que 60% des usines sont ouvertes, potentiellement ouvertes à la visite en Allemagne, 10% en France. C'est donc tout un champ de développement qui est encore complètement à conquérir. Alors, il ne faut pas que le tourisme industriel soit imaginé comme une offre seule, isolée, mais c'est vraiment un moyen d'étendre, de développer, d'enrichir, de varier la palette de notre offre régionale pour proposer vraiment quelque chose de complet et pouvoir avoir sur un circuit, par exemple, le matin, le Louvre-Lens ou le Musée des Beaux-Arts de Lille. On est dans la culture la plus traditionnelle, au sens historique du terme culture. Et puis l'après-midi, on va faire une visite d'usine, on va aller sur un site de mémoire minière, que sais-je. Et c'est comme ça qu'on peut construire une offre multiple. Et puis enfin, troisièmement, le tourisme industriel, je crois, est vraiment au cœur, est un positionnement naturel pour la région Nord-Pas-de-Calais. Et ça, à plusieurs titres.
Il y a d'abord le fait, on l'a cité, Madame Bertram est là pour en témoigner, que le paysage industriel du bassin minier est aujourd'hui reconnu comme un élément majeur de notre attractivité touristique et de notre image, avec ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO du bassin minier tout entier. On voit que le Louvre-Lens a choisi pour son implantation non pas une ville d'art et de culture traditionnelle, mais d'aller au cœur de ce paysage industriel. Donc on marque cette volonté, c'est une volonté de la région, que l'art et la culture rencontrent intimement, voisinent avec l'industrie, avec l'histoire industrielle de la région. Puis enfin, le tourisme industriel est directement en lien avec les valeurs touristiques que veut porter la région Nord-Pas-de-Calais. Je dirais justement, nous n'avons pas la volonté de soutenir un tourisme traditionnel, de bronzette et simplement, tourisme de farniente. On peut en faire aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous avons des plages magnifiques pour le faire, mais ce n'est pas seulement ça, le tourisme en Nord-Pas-de-Calais. Nous voulons aussi un tourisme humain, un tourisme en lien avec les habitants, un tourisme porteur de sens, un tourisme qui respecte l'identité et l'histoire de la région et qui la fasse connaître. Et puis surtout, je dirais que c'est un positionnement naturel pour le Nord-Pas-de-Calais parce que, en apparence, la région Nord-Pas-de-Calais n'est pas gâtée touristiquement. Pas de soleil, on n'a pas de montagnes magnifiques, on a des paysages fastueux, mais pas aussi connus et pas aussi célèbres que dans d'autres régions. Et donc nous avons peut-être l'exigence d'être meilleurs, plus créatifs, plus inventifs que les autres pour nous développer sur le plan touristique. Alors simplement, sur le tourisme industriel, il faut sans doute éviter l'écueil du tourisme industriel purement historique. Il y a un tourisme industriel historique, et le CHM, encore une fois, est un fleuron du tourisme industriel historique, mais il y a aussi un tourisme industriel d'aujourd'hui, des usines qui tournent, des innovations actuelles, des machines les plus modernes possibles. Et c'est un petit peu, je crois, comme ça qu'a été construit d'ailleurs ce colloque. On a parlé dans les premiers ateliers de tourisme industriel historique, mais on a aussi évoqué l'ouverture des usines d'aujourd'hui, de ce qui, aujourd'hui, maintenant, fait l'innovation, fait la modernité du Nord-Pas-de-Calais, justement pour que ce tourisme industriel ne soit pas une occasion de trop d'enfermer le Nord-Pas-de-Calais dans une image passéiste, mais soit aussi l'occasion de montrer qu'en Nord-Pas-de-Calais, ça bouge, ça vit, ça innove, ça crée, qu'on est intimement branché sur l'international, branché sur les dernières innovations, et que nous sommes à la pointe de l'industrie du XXIe siècle. Un dernier point enfin, certes, le tourisme industriel, c'est du développement touristique, c'est du développement économique, c'est, pour reprendre une expression que m'a soufflé Stéphanie Thieffry, un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et c'est important, c'est une branche économique importante qui fait vivre en Nord-Pas-de-Calais, je crois, 30 000 personnes, c'est un secteur économique. Mais le tourisme industriel, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres enjeux au tourisme industriel. D'autres enjeux dans le lien de la population du Nord-Pas-de-Calais à son industrie. N'oublions pas d'ailleurs que le tourisme en Nord-Pas-de-Calais est aussi, on a cité le tourisme international, les Hollandais, les Allemands, les Anglais, mais le tourisme reste malgré tout aussi largement un tourisme local, un tourisme de court séjour et de courte distance. Il y a là un gisement important à ne pas oublier. Et le tourisme industriel peut être un moyen fort de créer, de développer le lien des habitants avec leur industrie, de renforcer la culture industrielle des habitants du Nord-Pas-de-Calais, de créer une véritable fierté des habitants à l'égard de leurs fleurons actuels, dire aux habitants, leur montrer que le numéro 1 mondial de la production de drapeaux est dans le Nord-Pas-de-Calais, que le numéro 1 européen de la production de bornes de rechargement électrique est dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Douaisis, que le numéro 1 mondial de la chicorée ou des ferments industriels sont dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, on a aujourd'hui des entreprises magnifiques et il faut cette appropriation par les habitants du Nord-Pas-de-Calais, que cette culture industrielle devienne une culture de l'industrie du XXIe siècle. Au-delà de ça même, nous avons sans doute, à la région, on y est sensible, un enjeu d'information, d'acculturation sur les métiers de l'industrie. C'est un aspect secondaire, mais c'est un aspect que nous n'oublions pas. Et je crois que tout ça, ça a été fortement évoqué, et ça a marqué d'ailleurs, dans l'atelier d'hier, où Nantes, et je salue M. Carwenton, qui est, je crois, présent, et la Seine-Saint-Denis, et nous ont fait part de leurs expériences, et c'est des expériences qui, je dois vous le dire, nous ont marqués, nous ont nourris, et vont nous aider à travailler, parce qu'on est très sensible en Nord-Pas-de-Calais à cet enjeu social, sociétal, du lien avec l'industrie. Donc merci de vos témoignages. Alors il reste un enjeu pour que le tourisme industriel fonctionne, soit un succès en Nord-Pas-de-Calais, c'est un véritable travail en commun des acteurs. Le tourisme industriel est à la frontière de plusieurs domaines. Et ça marchera si les acteurs du tourisme
y travaillent, mais si les acteurs économiques y travaillent aussi, et la CCI était là pendant ces 2 jours, mais les entreprises elles-mêmes doivent rentrer là-dedans, comprendre que ça les concerne, que c'est un enjeu d'image, c'est un enjeu de recrutement éventuellement, c'est un enjeu d'implantation dans le territoire pour elles. Les acteurs de la formation, de l'enseignement doivent être là également. Et je salue d'ailleurs Madame Florence Haché-Leroy de l'Université d'Artois. Les universités ont toute leur part, les universités, l'école des mines qui étaient là également, ont toute leur part dans cette réflexion sur le tourisme industriel. Voilà, on est vraiment à la frontière de plusieurs domaines et ce sera ma conclusion. La région Nord-Pas-de-Calais est vraiment, avec son président Daniel Percheron, sa vice-présidente Christine Batteux-Dehoux, en pointe sur cette réflexion sur le tourisme industriel, avec cette conviction que nous sommes à la frontière entre la politique touristique de la région Nord-Pas-de-Calais et la politique industrielle de la région Nord-Pas-de-Calais. Nous répondons à 2 enjeux avec ce défi, ce dossier du tourisme industriel. Merci à tous. Merci monsieur. Je sais qu'en principe, on ne doit pas prendre la parole après qu'un élu se soit exprimé. Vous me permettrez juste de faire une petite entorse à cette règle et donner le micro pour quelques instants à Stéphanie. Oui, je voulais corriger un oubli répété, mais sans volonté de notre part, c'est de remercier l'association Mémoire du Travail, qui a été assez peu citée dans les discours, c'est vrai, et qui nous a véritablement aidés à organiser ces assises, notamment dans leur œil d'experts, ça c'est vrai, sur la notion de mémoire, et c'était quelque chose d'assez important. Et puis aussi sur notamment les contacts avec différents intervenants de qualité que l'on a pu faire venir jusqu'ici. Donc encore merci à Alain Chopin, le président, et à Tristan Auquet qui a suivi tous nos comités de pilotage. Merci. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette demi-journée, enfin cette journée et demie. Et à bientôt, puisque Stéphanie nous a dit qu'il y aura des suites. On ne sait pas trop lesquelles, mais il y aura des suites, donc je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir.